Si vous regardez cette vidéo, vous avez probablement un cerveau. Votre cerveau, vous vous en servez tous les jours et même quasiment tout le temps. Mais est-ce que vous savez pourquoi on a un cerveau? Comment notre cerveau se développe-t-il et quel est son rôle? Aujourd'hui, je vous propose d'essayer de répondre à ces questions. Et si vous êtes sage, je partagerai avec vous 6 choses que vous ne savez peut-être pas sur votre cerveau. Salut à tous, moi c'est Vivien et si vous êtes curieux et que vous voulez comprendre la science simplement, en particulier ce qui concerne le cerveau humain, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Déjà, il faut bien comprendre que le cerveau n'est pas indispensable à la vie, ni même au mouvement. Beaucoup d'animaux vivent sans cerveau et certains peuvent même se déplacer. La plupart, mais pas tous, sont des animaux marins qui ont une morphologie similaire à celle qu'ils avaient il y a des milliers voire des millions d'années. Vous en connaissez sûrement la plupart, comme les étoiles de mer, les oursins, les méduses, les concombres de mer, les éponges. Non, pas ces éponges-là. Oui, celle-là, merci. Ou encore les vers de terre. Ces espèces n'ont pas de cerveau, mais seulement des réseaux de neurones, les cellules nerveuses de base du cerveau, qui sont connectées entre eux souvent autour du corps. D'ailleurs, certaines espèces, comme les éponges, n'ont même pas de neurones. Un être vivant que je ne connaissais pas et que je trouve fascinant, c'est le Physarum polycephalum, aussi surnommé blob. Alors on va l'appeler blob. Et le blob est assez unique parce que c'est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon. En fait, c'est une seule cellule. Donc il contient 0 neurones et pourtant cet organisme est capable de se déplacer jusqu'à 5 cm par heure lorsqu'il cherche de la nourriture. Alors ok, c'est pas hyper rapide, mais on peut saluer l'effort. Un animal peut donc vivre sans cerveau. Tout ça, c'est très intéressant, mais ça ne nous dit pas pourquoi nous, on a un cerveau. En fait, pour comprendre ça, il faut se poser 2 autres questions. À quoi sert le cerveau et comment se développe-t-il? Alors en fait, le cerveau est impliqué dans énormément de fonctions de l'organisme, volontaires et involontaires, comme la régulation du rythme cardiaque, la sécrétion d'hormones, la coordination de nos mouvements et bien sûr, toutes nos fonctions intellectuelles comme la pensée, la créativité et bien d'autres encore. Pour étudier le cerveau, les scientifiques font souvent ce qu'on appelle du réductionnisme. C'est-à-dire qu'ils vont réduire le champ d'étude pour s'intéresser simplement à une zone spécifique, voire même seulement à quelques neurones à la fois pour tenter de comprendre leur rôle. Grâce à ce type d'approche, on comprend mieux comment le cerveau se développe. On sait par exemple que seulement 16 jours après la fécondation, le cerveau est déjà né et l'embryon s'organise selon un axe tête-queue, le long d'une structure cellulaire en forme de tige. Et c'est autour de cet axe, avec une tête et une queue, que l'organisme va se structurer. Et s'il n'avait pas lieu, notre organisme serait finalement comme celui d'un ver. D'ailleurs, vous remarquerez que les autres espèces dont on parlait avant, les oursins, les méduses et autres, n'ont pas d'axe antéro-postérieur. Le cerveau se forme ensuite par gonflement de l'extrémité de ce tube neural et les cellules nerveuses vont se multiplier à une vitesse folle entre les 3e et 5e mois de grossesse. Chaque minute, 200 000 nouveaux neurones vont se former, soit plus de 3000 par seconde. L'étape suivante de formation du cerveau consiste à connecter tous ces neurones. Au bout du tronc du neurone, qu'on appelle l'axone, on trouve plein de petites branches qu'on appelle les dendrites. Et au bout de ces dendrites, les neurones se mettent en contact au niveau des synapses, qui peuvent être très nombreuses, jusqu'à 15 000 par neurone. La création de synapses est maximale dans le cerveau humain entre la première et la 3e année de vie. À chaque seconde, dites-vous bien que plus d'1 million de synapses se créent. Et on estime que le cerveau humain adulte contient environ 86 milliards de neurones. Et comme chaque neurone peut être connecté jusqu'à 15 000 autres neurones, ça fait pas mal de connexions possibles. Pour vous donner une idée, dans 1 cm3 de cerveau humain, c'est-à-dire la taille de ce cube, il y a environ 10 000 milliards de connexions. Cette explosion de cellules nerveuses qui envahit la partie supérieure de la tête, qu'on appelle le cortex, est probablement due à une mutation apparue il y a environ 2 millions d'années. Et ça pourrait expliquer pourquoi le cortex humain est beaucoup plus étendu que celui des autres primates et pourquoi on peut faire fonctionner des mécanismes complexes comme la pensée ou le langage. Notre cerveau pèse en moyenne 1,5 kg et c'est clairement pas le plus gros dans le monde animal. Un cerveau d'éléphant pèse environ 5 kg et un cerveau de cachalot peut peser jusqu'à près de 8 kg. Par contre, si on prend en compte la taille de l'animal, alors là on se retrouve en tête et même largement au-dessus de la moyenne comparé aux autres animaux. En fait, ce qui est surtout important, c'est d'avoir un cerveau bien rempli. On l'a vu, notre cortex présente une énorme densité de neurones et de synapses. Et finalement, c'est ça qui est important, pas la taille du cerveau en lui-même. Alors contrairement à la plupart des autres cellules qui se renouvellent en permanence, on garde les mêmes neurones
tout au long de notre vie. On pensait d'ailleurs que tous les neurones se créaient avant la naissance. Mais dans les années 1980, des chercheurs ont montré que de nouveaux neurones pouvaient se former dans le cerveau adulte d'animaux. Et ça a été depuis confirmé aussi chez les humains. Et alors on pourrait penser que c'est dommage, mais en même temps, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on peut conserver nos vieux souvenirs et notre personnalité toute notre vie. Alors je vous ai dit plus tôt que certains animaux vivaient très bien sans cerveau et pouvaient même bouger pour certains. Et seulement voilà, si vous regardez bien, aucun de ces animaux ne peut vraiment bouger vite. Et c'est, je pense, un des rôles primordiaux du cerveau. Donner à l'animal la capacité de se déplacer pour trouver plus facilement de la nourriture et ne pas attendre qu'elle passe à proximité, et échapper aux prédateurs et aux autres dangers dans l'environnement. Évidemment, avec l'évolution, le cerveau a également permis à certains animaux, dont les primates, comme nos ancêtres, de mieux communiquer, se socialiser, de trouver des solutions aux problèmes complexes. Par contre, si le cerveau humain ne pèse pas lourd et ne représente que 2% de la masse du corps environ, il consomme près de 20% de l'énergie. On pourrait donc se demander pourquoi l'évolution a choisi de préserver un organe qui consomme 1/5 de l'énergie apportée au corps. Eh bien en fait, c'est sûrement dû à une sorte de cercle vertueux. Un cerveau plus gros consomme beaucoup d'énergie, mais il permet aussi de trouver plus de solutions, comme par exemple cuire les aliments ou coopérer pour trouver de la nourriture. Il y a évidemment beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo. Alors dites-moi en commentaire quelles questions relatives au cerveau vous voudriez que je traite dans de prochaines vidéos. Pour répondre à la question de départ, pourquoi on a un cerveau? Je pense qu'on peut résumer ça comme le résultat de millions d'années d'évolution pour nous permettre de mieux percevoir notre environnement et nous-mêmes et d'agir sur cet environnement. Avant de passer à la suite, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker, ça m'aidera énormément. Comme promis, voici 6 choses sur votre cerveau que je trouve sont trop méconnues. Et je précise, c'est pas un top 6, c'est juste une liste que je trouvais personnellement intéressante. Le cerveau ne possède pas de récepteurs de la douleur. Les signaux de douleur sont en fait perçus par d'autres structures dans la tête, notamment les vaisseaux sanguins, les muscles et les nerfs du cou, du visage et du cuir chevelu, les méninges. La douleur qu'on perçoit à cause d'une tumeur au cerveau, d'une hémorragie cérébrale ou d'une infection est en fait due à l'augmentation de la pression produite par le gonflement du cerveau qui s'exerce sur les autres structures de la tête, qui elles possèdent des récepteurs à la douleur. Alors désolé, mais vous ne pourrez plus dire « j'ai mal au cerveau ». Au niveau de la synapse, là où les neurones communiquent, il y a en fait un petit espace, la fente synaptique. La plus fréquente est la synapse chimique qui transmet le signal nerveux électrique d'un neurone à un autre en utilisant un neurotransmetteur. Et c'est aussi pour ça que les informations ne se déplacent pas si vite que ça, seulement 120 mètres par seconde au maximum. Bon, c'est toujours plus rapide que le blob. Le cerveau n'est pas impliqué dans les mouvements réflexes, comme quand le docteur vous tape sur le genou. En fait, dans ce cas-là, taper sur le tendon du genou produit un étirement du muscle. Et dans vos muscles, vous avez des capteurs qui vont transmettre l'information rapidement à la moelle épinière, dans laquelle un neurone moteur va recevoir ce message et directement l'envoyer au muscle pour se contracter. Alors évidemment, une fois dans la moelle épinière, l'information est aussi envoyée en parallèle au cerveau et c'est pour ça que vous sentez le marteau et si ça vous fait mal. Mais le mouvement en lui-même est complètement automatique, sans intervention du cerveau. Dans le cerveau, il n'y a pas que des neurones. Les cellules gliales forment l'environnement des neurones et assurent un peu le rôle de nourrice, puisqu'elles nourrissent et nettoient les neurones et produisent la myéline, une sorte de manteau qui recouvre l'axone des neurones. Les cellules gliales représentent environ 50% du volume cérébral et près de 50% des cellules du cerveau. Et petite anecdote, quand on les a découverts, on pensait que les cellules gliales représentaient 90% du cerveau, donc que les neurones ne comptaient que pour 10%. Ce qui a mené au fameux mythe du « on n'utilise que 10% de notre cerveau », ce qui n'est pas le cas évidemment. On utilise bien 100%, seulement jamais tout à la fois. Pendant longtemps, on a mal compris le cerveau. Dans l'Antiquité, des savants comme Aristote pensaient que le cœur était le centre de l'activité mentale et que le cerveau ne servait qu'à refroidir le sang chauffé par les émotions. Au IIe siècle après Jésus-Christ, Galien étudia le système nerveux et les nerfs, et ces connaissances de la moelle épinière resteront utilisées pendant 17 siècles. Il y aura ensuite beaucoup de débats philosophiques entre le XVIe et le XIXe siècle, la plupart du temps basés sur la description anatomique du cerveau. Puis au XIXe siècle, apparaît ce qu'on sait maintenant être une pseudo-science, la phrénologie, qui pensait que les bosses du crâne reflétaient les endroits où le cerveau était plus gros, et donc qu'on pouvait déduire les facultés intellectuelles et psychologiques d'une personne en palpant le crâne. Et c'est d'ailleurs de là que vient l'expression « avoir la bosse des maths ».
On peut greffer ou transplanter des reins, des foies, des pancréas, des intestins, des poumons, des cœurs, des visages et même des utérus. Alors, pourquoi pas des cerveaux? Eh bien, pour que la greffe prenne, il faut qu'un lien se forme entre le cerveau greffé et le réseau de connexion. Seulement voilà, ce processus est très lent. Et en plus, les neurones ne tiennent pas plus de quelques minutes sans oxygène. Par contre, on peut greffer des neurones, en tout cas chez des souris, à condition que les neurones greffés soient du même type que ceux de la zone à réparer. Et puis, même si on pouvait greffer un cerveau, il y aurait potentiellement d'autres choses à prendre en compte, comme l'impact psychologique de vivre dans le corps d'un autre, ou encore tout simplement la capacité à contrôler un corps qui n'est pas le sien. Il faut bien garder à l'esprit qu'on commence à peine à comprendre le cerveau. C'est vraiment au début du XXe siècle qu'on a fait d'immenses progrès, notamment grâce au développement d'outils et de techniques qui nous ont permis de mieux étudier le cerveau. Aujourd'hui, on comprend assez bien ce qui se passe au niveau des neurones par exemple, mais on est encore incapable d'expliquer comment les pensées ou la conscience apparaissent. Peut-être que les développements technologiques actuels, comme l'intelligence artificielle, nous permettra de mieux répondre à ces questions dans le futur. Si cette vidéo vous a plu, vous serez peut-être intéressé par les vidéos qui s'affichent maintenant. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et moi je vous dis à la prochaine.